Nous avons beaucoup de plaisir à vous accueillir, Madame la Ministre, aujourd'hui, avec Michel qui est présente et d'autres collègues qui vont nous rejoindre en visio. Depuis quelques mois, nous auditionnons avec ma collègue Monique Lubin beaucoup d'intervenants, et donc nous avions à cœur naturellement de vous recevoir. Monique prend ces auditions très à cœur, vraiment un travail de fond qui est fait, beaucoup de questions avec voilà, différents volets qui sont abordés. Ce matin, nous étions encore à Gennevilliers pour une séquence découverte qui était vraiment très intéressante sur les cités éducatives. Donc nous apprenons énormément de choses, il y a énormément de débats, d'échanges, avec parfois même des idées contradictoires, mais c'est aussi ça qui est intéressant, avec voilà aussi une volonté, comme je vous le disais juste avant, d'avoir un panel large de la jeunesse, je le dis surtout pour Monique et Michel, de 0 à 3 ans, voilà, une attention toute particulière, et peut-être pour moi et d'autres collègues, peut-être un peu plus d'accès sur la tranche 15-25, avec notamment en parallèle de nos travaux de cette mission, la proposition de loi sur le ticket restaurant étudiant, qui est une proposition qui me tient particulièrement à cœur et qui fait preuve aussi de solidarité envers les étudiants qui n'ont pas accès aux restaurants universitaires, avec une volonté de territorialiser justement la restauration étudiante, avec un partenariat avec différents acteurs. Mais ce n'est pas là le sujet, même si c'est l'actualité du Sénat. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, de vous laisser la parole. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la sénatrice Meunier. Moi, ça me tenait à cœur parce qu'on a suivi en fait les travaux de votre commission également, et j'espère que voilà, ces échanges seront les plus complets et les plus explicites. Évidemment, dans ces propos liminaires, on a essayé de présenter un ensemble d'éléments et que je pourrais évidemment compléter pour les questions. Donc j'ai essayé de faire synthétique et en même temps un peu exhaustif. Alors c'est un exercice d'équilibre. Ce qui est certain, c'est que cette crise, elle a évidemment bousculé les jeunesses. Et quand je dis les jeunesses, c'est les tranches d'âge de manière très différente, mais également des jeunesses qui ont vécu cette crise en fonction du lieu où ils la vivaient, la situation de leur famille, la situation de leur territoire, s'ils étaient en situation de décrochage ou en études. Et je crois qu'il était important de regarder l'ensemble des difficultés pour pouvoir répondre le plus largement possible à ce qu'a révélé plus fortement encore en fait, cette crise, même s'il y avait un ensemble d'éléments. On s'est dit, de quoi on parle? Aujourd'hui, on a 12 millions dans notre pays d'adolescents et de jeunes adultes. C'est effectivement, on va dire, la tranche d'âge sur laquelle je travaille le plus. C'est des collégiens, c'est des lycéens, c'est des étudiants, bien sûr. Des fois en situation de décrochage, des jeunes actifs ou des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Ceux qui ont la chance d'avoir une famille et ceux qui ont une famille en situation de défaillance également. Et face à ces multitudes de situations, j'ai pris l'habitude de parler des jeunesses pour en omettre aucune et au contraire accompagner l'ensemble des situations en prenant en considération qu'à ces âges, il y a beaucoup de transitions. Et ces transitions, elles sont dues effectivement à cet âge de jeunesse. Mais quand on est jeune, c'est le moment où on a le questionnement sur ses études, c'est le moment où on a l'entrée sur le marché du travail pour certains, d'autres moments où il faut aller vers cette autonomie financière, ou simplement les difficultés, par exemple, d'accès au logement. Toutes ces transitions amènent pour certains des difficultés. Et donc, entre 16 et 30 ans, si je vais un peu plus loin, c'est le moment de plein de transitions. Ce qui multiplie les réponses et les besoins d'accompagnement. Je pense que la responsabilité que nous avons aujourd'hui est évidemment d'accompagner les transitions, les réalités, et de remettre peut-être au cœur de l'ouvrage cette promesse républicaine qui est celle de l'égalité. Et surtout, je sais qu'on parle beaucoup d'égalité des chances. Moi, j'aime l'expression d'égalité des possibles, parce que les lignes de départ ne sont pas les mêmes, bien sûr. Mais l'action publique, l'action politique doit pouvoir amener et accompagner au maximum pour que les possibles et les chemins soient concrets et puissent se construire. Il y a pendant cette crise peut-être des éléments qui sont ressortis plus fortement que d'autres. On a entendu des tensions entre générations, on a entendu de l'individualisme, on a entendu beaucoup de choses de ce type-là. C'est pas ce que j'ai vu. Vous parliez de vos déplacements sur le terrain et des rencontres. Moi, les jeunesses que j'ai vues pendant cette crise, elles étaient pour certaines en grande difficulté, pour d'autres extrêmement engagées.
Et un exemple, un chiffre qui me tenait à cœur pour illustrer cette vivacité de solidarité dans notre jeunesse, quand le gouvernement a lancé un site d'aide, c'était le jeveuxaider.gouv.fr, il y a eu 350 000 inscriptions, et je crois que c'est important de le rappeler, presque la moitié, c'est vraiment plus de 45-47% de ces inscrits avaient moins de 30 ans. Et pour beaucoup, c'était un primo-engagement, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'engagement bénévole traditionnel dans une structure. Au-delà de ça, au-delà de, je pense, cette nécessité de rappeler qu'on a une jeunesse qui s'engage, parce que c'était ouvert dès 16 ans, c'est pour ça que c'était intéressant de regarder également. Plus de 58%, c'est plus de 58 000 missions de service civique, donc de jeunes qui étaient déjà dans un engagement, ont accepté de changer leur mission, de s'adapter, et au contraire ont été extrêmement proactifs. Cependant, après, je pense avoir salué cet engagement qui est réel, il y a des difficultés, et il y a des conséquences et de pauvreté et de crise. Aujourd'hui, on a un jeune sur 5 qui vit en dessous du seuil de pauvreté dans notre pays. On a également des difficultés absolument structurelles. 14% des jeunes sont ni en emploi, ni en formation. Et le chômage des jeunes est le double du chômage, je ne dirais pas traditionnel, mais du chômage moyen dans notre pays. Les conséquences de cette crise, elles sont aussi d'ordre humain. Et pour le coup, il se trouve qu'on a eu un petit échange informel avec la sénatrice Meunier. Et j'ai rappelé les échanges que j'ai pu avoir avec un philosophe assez connu, mais qui connaît beaucoup les jeunes, Boris Cyrulnik, qui souligne l'impact psychologique pour les très jeunes, mais également pour les adolescents dans cette période de crise sanitaire. Donc des crises et des conséquences psychologiques, un impact également économique, avec principalement l'arrêt brutal des petits boulots, qui a accompagné principalement la vie quotidienne de beaucoup de jeunes étudiants ou même de jeunes actifs, qui complétaient en réalité des parcours, par exemple, de formation. Cette crise sanitaire a des conséquences sociales, économiques, et donc du coup des conséquences sur l'avenir des jeunesses. Et à partir de là, la première des actions a été évidemment de mettre en œuvre avec rapidité le plan Un jeune, une solution, où je rentrerai dans le détail. Mais ça a été une réponse d'abord à cette crise. Dès 2017, l'action plus largement du gouvernement, elle était en priorité de baisser le chômage pour permettre l'accès à l'emploi à un maximum de jeunes et de baisser ce taux auquel je pense qu'il ne faut absolument pas s'habituer. Et ça a été la mobilisation, juste en quelques chiffres sans être absolument exhaustive, mais de 15 milliards d'euros entre 2018 et 2022 pour la formation de plus d'1 million de jeunes et de personnes et de jeunes en situation les moins qualifiées. La multiplication aussi de la deuxième chance, l'esprit de la deuxième chance, celle qui va aller chercher ceux qui sont en situation de décrochage, et notamment avec une politique très particulière, je le souligne, sur les jeunes qui sont en Outre-mer, qui ont aussi des particularités territoriales. Et Monsieur le Président, là je rejoins vos propos liminaires sur la réponse territorialisée. Et donc il faut avoir un regard territorialisé aussi. Et ensuite, je pense évidemment à quelques avancées sociales importantes, l'obligation scolaire entre 16 et 18 ans, ou encore la réforme professionnelle qui a permis de soutenir et je pense d'accélérer l'accès à l'apprentissage, qui est pour le coup un engagement assez fort, parce qu'il permet un lien social, un accès sur le marché du travail, mais surtout d'accélérer l'égalité des chances au sens où il y a une relation humaine avec son maître d'apprentissage. L'objectif et la vision du gouvernement, en tout cas auquel j'appartiens, c'est lever les freins à l'égalité des chances à chaque endroit. Et donc pour le plus jeune âge, parce que je sais que ça intéresse particulièrement Madame la rapporteure et Madame la sénatrice, dès le plus jeune âge, c'est évidemment le plan des 1000 jours de mon collègue Adrien Taquet, du coup, qui maîtrise beaucoup plus le 0-3 ans. Et dans le cadre de mon ministère aujourd'hui, vu que je suis au sein de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, c'est également le dédoublement des classes de CP et de CE1 avec des projets comme évidemment les cités éducatives que vous avez visitées encore ce matin, mais aussi je pense au dédoublement évidemment des classes, l'éducation prioritaire ou encore la détection renforcée des situations de difficultés sociales qui ont des conséquences sur les orientations. Des mesures d'urgence ont été prises cependant sur la question de la crise. Des mesures d'urgence, c'était 150 millions qui ont été versés avec une aide de 200 € à plus de 800 000 jeunes, mais de manière ponctuelle, c'était vraiment de la réponse à la crise. Et ces mesures, elles ont évidemment été complétées en décembre parce que cette crise a duré beaucoup plus longtemps. Elle a duré dans le temps, elle a duré plus de 13 mois.
Et donc, ça a été une aide de 150 € pour plus de 400 000 jeunes bénéficiaires des APL et des étudiants boursiers, ce qui rejoint, Monsieur le Président, vos propos également liminaires de comment on élargit et on touche plusieurs jeunesses sans être dans un statut uniquement et sans opposer jeunes en études, jeunes en recherche d'emploi, jeunes en situation de décrochage. Et au contraire, aller vers une vision plus universelle de la politique jeunesse. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la volonté a été également de porter et de stimuler les créations d'emplois sur les lieux où il y a les étudiants. Je pense aux 20 000 jobs de tuteurs sur les Crous, qui étaient portés par ma collègue Frédérique Vidal. Au-delà de ça, le plan Jeunes une solution, aujourd'hui, c'est une ambition qui aujourd'hui atteint les 10 milliards d'euros, alors que ça a été budgété au tout début, autour de 6,7 milliards, parce que les mesures du plan Jeunes Solutions ont été renforcées et rallongées dans le temps, puisqu'elles vont jusqu'au mois de décembre, en grande majorité, avec des mesures extrêmement diverses. Des mesures qui soutenaient l'emploi, bien sûr, parce que soutenir les entreprises, c'est soutenir leurs emplois, et donc c'est protéger les plus jeunes dans l'entreprise. Malheureusement, on connaît trop cet adage, alors un adage populaire mais qui est réel, dernier arrivé, malheureusement souvent premier sorti, et pour préserver ces emplois-là, ça a été très largement une mesure de droit commun, mais le chômage partiel largement accompagné, ou encore des stimulations au recrutement. Et là, je pense particulièrement aux aides de versement de 4 000 € pour les moins de 26 ans qui ont poussé et qui ont permis d'atteindre quasiment 1,5 million de contrats signés entre les contrats d'apprentissage et les CDD longs ou CDI. Au-delà de ça, ce qui est porté vraiment plus particulièrement chez moi, c'est les missions d'engagement, donc les services civiques avec 100 000 missions supplémentaires, ou encore des emplois pour soutenir le monde associatif qui accompagne lui-même les jeunesses de notre pays avec plus de 2000 emplois FONJEP. Au-delà de ça, et je ne veux pas être dans une liste de mesures, mais moi, il y a un combat qui me tient à cœur et qui m'a peut-être franchement bousculée à mon arrivée dans mon ministère, c'est la lutte contre le non-recours. Quand je suis arrivée au ministère, j'ai eu une lecture très large de toutes les aides, tous les dispositifs. Il y en a beaucoup, sauf que le non-recours était extrêmement important et reste extrêmement important. Et donc pour lutter contre le non-recours, il fallait absolument commencer un processus évidemment d'universalisation, mais également de renforcement et de faciliter l'accès à l'information. Les difficultés d'accès à l'information font qu'il y a des reproductions d'inégalités et elles sont malheureusement beaucoup trop renforcées. C'est pour ça que, et grâce à la mobilisation de plusieurs ministères, mais de la direction que vous avez auditionnée déjà, de la JEPVA, qui est mon administration, on a lancé il y a quelques mois maintenant, enfin il y a un peu plus d'un mois, la boussole des aides, qui est un outil, une sorte de point d'entrée. Alors, c'est pas encore parfait, mais c'est la première étape qui permet à chaque jeune, après avoir répondu à un certain nombre de questions, ça dure entre 3 et 5 minutes en fonction de la situation, d'avoir déjà cette première information de tous les droits auxquels il pourrait prétendre pour lui faciliter cette première démarche sans qu'il ait à aller sur plusieurs sites, puisqu'on sait que c'est un frein et un frein réel. Le non-recours, c'est un mal français, mais alors totalement endémique, sauf que chez les jeunes, ça a des conséquences encore plus graves. Ça, c'est pour le coup une certitude. Au-delà de la boussole des aides, l'idée de réunir sur ce site Un jeune, une solution, des réponses au fur et à mesure, les réponses sur les stages, les réponses sur le job d'été, les réponses d'accompagnement, venait renforcer bien sûr l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui a fait un maximum pour garder les écoles ouvertes, puisque les écoles ouvertes permettaient évidemment, durant cette période qui a été sanitairement difficile, de garantir un maximum d'accès, évidemment, à l'éducation, et au-delà de ça, à un accompagnement social sans laisser chaque jeune face, malheureusement, à de l'hybride ou dans une cellule familiale qui, des fois, était plus difficile. Le choix qui est le nôtre, c'était également de conjuguer ça avec un engagement extrêmement fort auprès du monde de l'animation socio-éducative, de l'éducation populaire, qui est un vrai acteur. Et un acteur qui est aujourd'hui renforcé, alors que c'était historiquement peut-être pas toujours très simple, mais la volonté du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en ayant ce ministère Éducation nationale, jeunesse et sport, c'était aussi d'accompagner l'enfant dans toutes les durées et tous les moments.
le temps de l'école, le temps périscolaire, le temps extrascolaire, et de coordonner, et donc du coup de conjuguer l'éducation formelle et informelle pour en faire le meilleur. C'est dans ce sens que nous avons développé Vacances apprenantes, qui a été d'abord créé effectivement à la réponse de la crise en 2020 et qui a été renforcé et reconduit cette année pour plus largement, avec en particulier, moi j'ai beaucoup travaillé sur les colos apprenantes. C'est vraiment le périmètre qui est le mien. J'ai évoqué l'accès à l'information. Au-delà de ça, il y a des travaux pour accompagner le réseau. Là, je pense évidemment, il y a beaucoup de sigles, les CRIJ, les PIJ, les BIJ, mais c'est des lieux d'information et c'est des lieux où il y a un accompagnement pour les jeunes. Il y a eu, quand je parle d'accompagnement, je ne peux pas ne pas évoquer l'action qui est aujourd'hui menée avec Un jeune, un mentor, qui réunit des associations qui travaillent autour de la question de l'accompagnement humain et du coup des situations de mentorat et de tutorat. La réussite ne passe que par une relation humaine construite. Et aujourd'hui, on a réuni dans un collectif mentorat des associations qui faisaient du mentorat à différents moments de la vie. Les très jeunes, par exemple, je pense à une association que j'ai appris à connaître, Socrate, où c'est des lycéens qui accompagnent des collégiens, ou plus largement des associations qui sont plus connues, plus anciennes, comme la Fève ou Télémac, enfin, je ne vais pas commencer à les citer parce que sinon je vais en oublier et je risque d'en vexer. Mais le collectif mentorat, c'était porté avec un budget de 30 millions d'euros. Aujourd'hui, le passage de 25 000 jeunes mentorés à 100 000 cette année et 200 000 l'année prochaine. C'est l'ambition qui nous est donnée. Toujours dans l'idée et cette volonté de lutter contre les inégalités d'accès à l'égalité des chances réelles en tant que projet de société. Il y a deux moments. Il y a évidemment un moment qui est particulièrement fort et qui va vivre pour la première fois sa réalisation partout sur le territoire. Je pense au service national universel, que je porte plus particulièrement, qui réunit des jeunes entre 15 et 17 ans. Cette année, c'est 25 000 jeunes qui vont être accueillis sur tous les territoires. Et il y aura un centre dans chaque département. C'est la première fois que notre pays le fait. L'idée, c'est évidemment détecter les situations les plus en difficulté et apporter un accompagnement personnalisé, mais c'est aussi avoir un temps de creuset républicain et de permettre le départ du plus grand nombre. Ça va dans l'esprit d'un... Pas des vacances pour tous en tant que tel, puisque c'est un projet vraiment pédagogique, mais ça permet une rencontre des jeunesses de notre pays. En conclusion, parce que j'ai déjà été beaucoup plus longue que ce que je souhaitais, la crise, je crois, elle nous a mis face à des responsabilités d'accompagnement de plusieurs facettes des difficultés de nos jeunesses, en fonction de leur âge, bien sûr, mais également en fonction de leurs aspirations. Et je pense que ce que nous pouvons faire, et c'est la responsabilité que nous avons au moment où on se parle, c'est repermettre l'élan, la reprise et de corriger les inégalités qui ont été accentuées ou creusées par cette crise en particulier, sans arrêter les transformations structurelles. Et je pense à l'information jeunesse, qui pour moi est un vrai combat, parce que ça permet vraiment de ne pas laisser la place au hasard. Et ce mot hasard reste quand même, moi, je trouve, d'une extrême violence. Alors, je n'ai pas parlé des mobilités, mais il se trouve que j'ai mobilisé l'Office franco-allemand et l'Office franco-québécois de la jeunesse pour être prêt à repartir et à permettre à des jeunesses avec des profils différents de partir en mobilité, parce que c'est une chance, grâce en plus à un budget accru et renforcé sur Erasmus+, ou sur le corps européen de solidarité qui est encore trop peu connu et qui permet à des jeunes qui ne sont pas en études, qui ne sont pas en situation de mobilité universitaire, et bien de vivre une mobilité internationale, et pour le coup c'est une chance. Sans être plus longue, monsieur le sénateur, mesdames les sénatrices, je crois que dire que la vitalité de notre pays, c'est notre jeunesse, et que regarder la multitude de ses richesses et la multitude de ses difficultés nous oblige, je pense, à en faire une priorité collective et d'avancer sur des réponses immédiates, d'urgence, sans oublier la nécessité d'avoir des politiques universelles. En tout cas, c'est le projet que nous portons. Je vous remercie. Merci. Monique. Tout d'abord, Madame la Ministre, merci de participer, d'avoir répondu favorablement à notre invitation.
Alors, moi, je vais rentrer dans le vif du sujet, puisque ce matin, donc, nous étions à la cité éducative de Gennevilliers. C'était particulièrement intéressant. C'est une expérimentation. Que se passera-t-il à l'issue des 3 ans, étant entendu que 3 ans, c'est trop court? On nous a bien expliqué ce matin qu'il avait bien fallu 1 année pour mettre toutes les choses en place. Donc là, c'est la première année. Il reste à peine 1 an et demi. Cette période de 3 ans, elle sera juste suffisante, j'ai envie de dire, pour que les acteurs... Alors en plus, à Gennevilliers, ils se connaissent déjà et ils travaillaient déjà ensemble. Ce n'est peut-être pas le cas dans toutes les cités éducatives. Donc, est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur l'avenir de ces cités éducatives? Alors, juste pour ça, Madame la sénatrice, il se trouve que j'ai pas la réponse exacte pour vous dire ce que c'est pérennisé ou pas. Par contre, ce que je peux vous dire de manière extrêmement concrète, c'est la volonté aujourd'hui du ministère de l'Éducation nationale est d'accompagner ces alliances territoriales. Alors, elles prennent plusieurs formes, effectivement, les cités éducatives. Et ça va dans le sens de l'organisation ministérielle jeunesse, sport et éducation nationale. Donc tout ce qui va dans ce sens a plutôt vocation à être accompagné, préservé, mais je ne peux pas prendre pour le coup d'engagement à la place du ministre de l'Éducation. Parce que s'il y a d'autres questions... je pense que vous avez eu des questions, c'est ça, Monsieur Salnave? On a envoyé des questions, madame. D'accord. La première des questions, elle portait sur la multiplicité des acteurs qui interviennent en direction des jeunes. Et effectivement, nous arrivons, nous, au terme de ce travail. Et la sensation que nous avons, c'est qu'il y a multitude d'acteurs, quels que soient les sujets d'ailleurs que nous avons abordés, ou plutôt les âges, puisque notre mission, elle va de 0 à 25 ans, enfin, ou de 0 à 18 ans, on va dire, à l'entrée dans la vie active. Nous avons rencontré beaucoup d'acteurs, pour la plupart très engagés et passionnants, et nous avons peut-être l'impression à la fin qu'il y a beaucoup de choses et pas assez coordonnées, c'est un peu un maquis. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Madame la sénatrice, votre constat, il est partagé. Il est totalement partagé. C'est pour ça que l'idée, typiquement, des cités éducatives, c'était ça, c'était réunir les acteurs. Mais au-delà de ça, de manière très concrète, il y a une nécessité de coordination réelle. Au niveau ministériel, on a constitué ce fameux pôle qui était souhaité par le ministre de l'Éducation nationale, qui réunissait déjà plusieurs temps de l'enfant, pour que les politiques qui touchent, pour le coup, la jeunesse, et là je suis plutôt sur ce que vous disiez, hein, 0, enfin plutôt 3 d'ailleurs, pour être plus juste, mais 3, 18 ans, voire un peu plus, soient autour déjà d'un même pôle ministériel. Et donc c'est comme ça qu'on rassemble la vie associative, l'engagement, le sport et l'éducation, évidemment. Mais il y a aussi eu la réforme OTE, qui est applicable depuis le 1er janvier. Alors, un sigle encore, OTE, Organisation territoriale de l'État, qui a permis de rassembler des administrations de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'engagement et des sports, avec la fameuse création des DRAGES, mais qui permettent d'avoir un regard plus... En tout cas, des personnes qui ont un regard plus général sur ce pôle ministériel. Au-delà de ça, il y avait un besoin aussi d'interministérialité. Tout à l'heure, j'ai commencé mes propos presque sans le vouloir, mais en citant et Adrien Taquet et ma collègue Frédérique Vidal. C'est bien parce que la jeunesse a une particularité de transversalité. Et donc, du coup, c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous avons expérimenté en allant un peu plus loin avec même Elisabeth Borne, sur le ministre du Travail, sur le plan mentorat. C'est réunir un maximum de ministères pour apporter une réponse à la jeunesse et pas en fonction des champs des ministères concernés. Territorialement, c'est rassemblé évidemment dans les PEDT, des vraies alliances territoriales, plus fortes encore. Et donc ces actes, c'est vraiment État, collectivité, association. Et c'est là où ça revient à mes propos initiaux sur la place de l'éducation populaire et l'importance qu'on doit... l'importance de sa place, évidemment, pour le jeune, mais au-delà de ça, dans l'organisation de nos politiques publiques. Et ça, c'est l'esprit, en tout cas, renforcé et souhaité par le ministre dans ce cadre-là. Peut-être un dernier point, parce que je pense qu'il est important. Quand on travaille sur la réforme de la formation jeunesse ou encore sur la boussole, avec laquelle la première version de la boussole était territoriale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la boussole, il y a 40%
il y a 40 aides, alors qu'il y en a 80 à peu près nationales, donc en première pierre. Il n'y a pas encore toutes les aides territoriales, mais on avait fait une expérimentation avec, je crois, plus d'une... Je n'ai pas envie de me tromper, mais entre 10 et 12 territoires qui se sont engagés à mettre les aides pour la jeunesse, puisque c'est une compétence de collectivité, sur un outil permettant l'accès à tous. Cette coordination, même si elle est juste à l'accès à l'information dans le cadre où je parle, c'est de permettre que ces aides soient accessibles depuis un lieu unique. C'est-à-dire que le jeune, il ne se pose pas la question de est-ce que c'est une politique de l'État, une politique de la collectivité, une politique associative. Le plus important, c'est que pour lui, il est un point d'entrée. Et c'était un des premiers engagements de lutte contre le non-recours. J'ai essayé de répondre aux 3 points, en tout cas aux différentes structures. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Merci à la ministre de nous faire partager ces constats, c'est vrai qu'ils sont communs. Et c'est bien pour ça, c'était l'intérêt de la mission que le Sénat a mise en place, c'est parce que c'est inacceptable et qu'on essaye de voir comment les choses pourraient en être autrement. Donc vous nous apportez beaucoup de mesures que vous faites en transversalité, et vous avez raison, avec vos collègues Taquet, Madame Vidal, Monsieur Blanquer et d'autres sûrement, parce que faut pas oublier peut-être Monsieur le maire. Il y a aussi des questions de finances par derrière qui sont importantes. Bref, vous avez parlé du non-recours, et c'est vrai que c'était un thème important développé la semaine dernière avec le président Louis Schwarzer qui l'a développé. Et je voulais vous demander sur un jeune, une solution. Est-ce que vous avez, parce qu'il a beaucoup développé l'aller vers, hein, qu'on connaît dans le travail social, et qui, c'est vrai, produit ses fruits lorsqu'on va au-devant de la personne qui a besoin d'aide, parce que souvent, pour X raisons, elle ne les fait pas, ces demandes et ces appels d'accompagnement. Donc, est-ce que vous, dans le dispositif Un jeune, une solution, vous pensez que vous pouvez encore améliorer ces mesures, ce dispositif, cet outil, parce que les chiffres quand même ne sont pas au rendez-vous? Madame la sénatrice, en plein milieu de la crise, quand on a vraiment commencé à tout consolider, les remontées, on avait 1 jeune sur 2 qui ne connaissait même pas les aides, qui ne connaissait même pas le lieu où la personne à qui il devait s'adresser. Et donc, on a consolidé la grande majorité des expérimentations qui étaient en cours de projets d'aller vers, en s'appuyant sur deux principaux acteurs d'une certaine manière. D'abord des acteurs associatifs qui sont plutôt en avance et plutôt des acteurs du monde de l'éducation populaire, qui avaient cette culture et donc des pratiques avec une vraie antériorité, une vraie expertise d'aller chercher des jeunes ou des enfants, pour le coup, même plus jeunes que ça, vers ou des projets éducatifs, ou ça a été le cas sur Vacances apprenantes. Ce aller vers est absolument nécessaire, d'autant plus que aujourd'hui, il est porté par une partie du collectif Mentorat, avec qui on travaille, puisque on ne peut pas attendre que les jeunes postulent ou souhaitent avoir un tuteur ou un mentor, et donc cet accompagnement est dans ce sens. Et au-delà de ça, le renforcement aujourd'hui du budget humain d'accompagnement des missions locales, qui sont de vrais acteurs de territoire, et qui, aujourd'hui, certes, portent les politiques jeunesse, mais qui peuvent avoir une agilité territoriale pour apporter des réponses d'aller vers encore plus pertinentes. Ça, c'est ce qui est en cours, et d'ailleurs, vous avez raison, puisque c'est avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, que nous le faisons, et Brigitte Klinkert sur l'insertion en réalité. Et pour conclure sur le aller vers, il va aussi être accéléré d'une certaine manière grâce aujourd'hui au fait que la jeunesse soit au sein du périmètre de l'éducation nationale, puisqu'on s'appuie maintenant sur la force en fait des enseignants également, qui identifient et qui, par la conjugaison de l'éducation populaire, du monde associatif, socio-éducatif et aujourd'hui du monde académique, plus facilement accompagner et socialement et humainement les jeunes. Mais on a consolidé les expérimentations pour les démultiplier en réalité. C'est un peu la philosophie qui est la nôtre. Ça ne viendra pas tout seul. Ça c'est réel. Et si on veut
lutter et contre le non-recours et presque des fois contre la non-consommation de dispositifs ou de projets qui sont plutôt bénéfiques, il faut, je pense, au contraire accentuer. Et c'est les travaux qui sont en cours et je pense que dans quelques mois, on pourra apporter des chiffres pour illustrer ce qui a été fait. Si je peux me permettre encore une question, c'était le hasard sûrement ce matin dans la presse locale. Ouest France faisait état des travaux de 2 chercheurs qui ont produit une étude sur la ségrégation scolaire avec une carte, je l'ai sous les yeux là, c'est caricatural, hein, des collèges ou des lycées de la métropole nantaise où on retrouve, oui, de manière très caricaturale, une surreprésentation des catégories socio-professionnelles favorisées dans les établissements de l'hypercentre, on va dire ça comme ça, et puis public et privé, hein, et donc une sous-représentation dans des collèges et des lycées d'habitat quartier type quartier politique de la ville. Je ne sais pas donc si vous avez eu connaissance et si vous avez rencontré ces chercheurs, mais là aussi ça va dans le sens. Alors je sais que là, ce n'est pas des prérogatives de l'État. La carte scolaire, que ce soit pour les collèges et les écoles élémentaires, n'est évidemment pas. Je ne demande pas non plus que ça soit recentralisé, surtout à cette période de rendez-vous électoral. Mais est-ce que, face aux constats qui sont partagés, là encore une fois, vous avez des idées ou des perspectives pour endiguer ce phénomène qui ne date pas d'hier? J'en ai bien conscience quand je dis ça. Et peut-être pour compléter la question de Michel, si je puis me permettre, tu as parlé des zones urbaines, périurbaines, mais qu'en est-il pour les zones rurales? Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice, il se trouve que nous partageons le même territoire et ma première lecture du matin reste Presse Océan et Ouest France. Donc j'ai eu connaissance de... J'ai lu cet article, alors je ne connaissais pas ces chercheurs. Je les connaissais pas. Par contre, la carte, elle est inquiétante. Enfin, certes, on pouvait l'imaginer, mais le fait de la voir, c'est inquiétant. Et donc, face à la question, non pas de la carte scolaire, mais plutôt de la redynamisation de la mixité sociale pour lutter contre cette ségrégation scolaire, il y a deux piliers, mais ils ne sont pas exhaustifs. Hein, ils sont pas. C'est pas l'alpha et l'oméga pour lutter. Mais le premier d'entre eux, c'est évidemment ce temps fort de projet de service national universel qui a vocation vraiment à créer cette mixité, de la faire vivre et pas qu'elle reste, pas que ce soit des mots ou une politique publique non vécue par les jeunes. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est évidemment les travaux qui sont menés pour le coup par le ministre de l'Éducation nationale avec Nathalie Elimas qui est à l'éducation prioritaire, et bien de créer, vous savez, ces options qui sont un peu plus particulières, qui créent en fait du mouvement et qui permettent de créer ce brassage et donc de lutter contre en tout cas contre la première couche, pour être juste, de la ségrégation scolaire. Au-delà de ces éléments, c'est plutôt ma collègue Nathalie Elimas qui travaille particulièrement sur le sujet. Monsieur le Président, vous avez parlé des territoires ruraux. Il se trouve que dans mes propos liminaires, j'ai parlé des territoires ultramarins, mais il se trouve que dans les travaux que je mène, et j'ai la chance d'être appuyée par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire de l'INJEP, nous travaillons sur des profils les jeunes des territoires ruraux, les jeunes également ultramarins, et en réalité les jeunes dans les QPV, dans les quartiers prioritaires de la ville. Et il y a de vraies difficultés communes. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le collectif Mentorat, ça me tient à cœur, donc c'est pour ça que j'en reparle beaucoup, mais dans le collectif Mentorat, on est parti chercher des associations qui ont la connaissance des territoires ruraux. Et je pense par exemple à une association qui s'appelle Des territoires aux grandes écoles, qui a une vraie expertise, une vraie proposition. Et au-delà aujourd'hui des expérimentations qui sont menées, quasiment toutes, mais c'est vraiment la philosophie qui est portée, tous les projets, les expérimentations que nous menons sur les quartiers prioritaires de la ville, aujourd'hui, sont ouverts, en tout cas ont vocation à être ouverts de plus en plus pour les jeunes ruraux, puisque c'est, je vais être de mémoire, mais c'est plus de 40% des jeunes de France. Les deux piliers, j'en ai retenu qu'un, donc c'est le SNU,
Et ensuite, c'est l'accompagnement de l'éducation nationale pour la question de la création des options, des parcours spécifiques, des internats d'excellence. Et c'est en fait plutôt la mise en œuvre du plan égalité des chances avec et cité éducative et alliance territoriale ou les options principalement d'apprentissage des langues. Vous avez cité plusieurs fois le service national universel. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est la mise en place et dans les objectifs fixés, quelle serait la part du service civique et celle des autres formes de service national universel? Les premiers retours d'expérience, les difficultés de mise en œuvre d'une généralisation du SNU et puis de manière plus concrète, moi j'ai des questions sur l'organisation matérielle du SNU et notamment les périodes de l'année durant lesquelles les jeunes devront le réaliser. Est-ce que ça sera pendant les vacances scolaires? Est-ce que ça sera pendant la période scolaire? Parce qu'on sait quand même que, notamment après cette période de Covid, les temps scolaires sont particulièrement contraints. Et sous quelle forme vont se décliner les missions d'intérêt général prévues par la seconde phase du SNU? Voilà, ça fait beaucoup de questions sur le SNU. Mais avec plaisir, je vais essayer d'être la plus exhaustive possible, Madame la sénatrice. Si je prends dans l'ordre, la première expérimentation du service national universel, c'était 2019. Si je devais donner quelques retours d'expérience, il se trouve qu'un jeune sur deux n'avait jamais pris le train de toute sa vie. On a identifié presque plus que ce qu'on imaginait des situations de santé, des problèmes de santé, et même des problèmes de santé liés à la vue ou à l'audition qui ont été identifiés. On a, à la première expérimentation, accueilli 2000 jeunes dans 13 départements. En 2020, nous n'avons pas pu tenir de séjour de cohésion en dehors de la Nouvelle-Calédonie qui était sans Covid. Donc nous avons réussi à réunir le seul et unique séjour de cohésion là-bas. Cependant, il y avait une partie des jeunes qui s'étaient engagés, qui avaient envie de faire leur mission d'intérêt général. Et donc nous avons permis l'inversion du calendrier. De manière très concrète, ils ont pu s'engager et faire les fameuses 82 heures ou les 15 jours. Principalement, et c'est ce qui nous a amené vers un projet service civique, c'est dans les EHPAD et autour des personnes âgées. Il y a eu en fait une envie des très jeunes d'aider les personnes les plus âgées. Et donc quand il y a eu cette appétence, alors qu'ils ont entre 15 et 17 ans, donc franchement, il fallait vraiment accompagner avec les services déconcentrés leur stage dans des EHPAD ou dans des maisons autonomie. Vu cette aspiration, avec ma collègue Brigitte Bourguignon, on a accompagné ce qu'on appelle 10 000 missions service civique solidarité senior, permettant à des jeunes en service civique de vivre ce lien intergénérationnel et de l'accompagner, que ce soit en autonomie ou en résidence, ou encore avec des associations qui luttent contre l'isolement. Je sors du sujet, mais c'est pour illustrer ce qui s'est passé principalement sur l'année 2020. Sur l'année 2021, nous avons 25 000 jeunes, plus de 30 000 candidatures en réalité, avec des profils extrêmement divers. On a un tiers de jeunes urbains, un tiers de jeunes ruraux, un tiers de jeunes qui viennent plutôt du périurbain, des jeunes aux profils familiaux, socio-professionnels très divers. Pour le coup, beaucoup plus que sur la première expérimentation où nous avions plutôt des jeunes qui venaient de familles encore en uniforme, qui étaient surreprésentés d'après les études de l'INJEP. L'ensemble du SNU est accompagné par des chercheurs pour pouvoir avoir des réponses tangibles et puis surtout des études sur l'idée du parcours. Le service national universel est pensé comme un moment quand je dis de creuset républicain, c'est un temps commun, un temps où on fait ensemble, un temps où on débat, où on apprend, par exemple, les gestes de premier secours, s'orienter, utiliser les outils pour lutter contre le non-recours, beaucoup d'informations, mais dans une relation moins académique, plus en faisant. Ça, c'est un peu l'esprit pédagogique qui est fait. Il est fait avec les structures d'éducation populaire, avec le monde éducatif, donc des enseignants, et également les corps en uniforme. Donc, c'est principalement des anciens policiers, gendarmes, pompiers, mais des hommes et des femmes qui ont porté un uniforme. Et donc, on arrive à essayer d'avoir un tiers, pour que chacun, avec sa culture et plutôt son regard,
apporte aux plus jeunes. De manière très concrète, nous avons un encadrement de 1 adulte pour 7 jeunes. Ils ont tous entre 15 et 17 ans. Aujourd'hui, les centres d'hébergement sont assez divers. On a des centres de vacances, des lycées généraux ou des lycées agricoles où nous avons des internats. La question du calendrier va dépendre de l'obligation ou pas. Aujourd'hui, à 25 000 jeunes, on reste sur le temps scolaire, on reste hors temps scolaire, puisque on est encore sur du volontariat. Il n'y aura pas d'obligation tant qu'il n'y a pas un débat parlementaire. Et moi, les travaux que je suis en train de mener, c'est d'abord cette expérimentation à 25 000, peut-être une expérimentation l'année prochaine sur un nombre plus important, et évidemment soumettre au Parlement, donc au Sénat et à l'Assemblée nationale, ce projet pour qu'il puisse être débattu avant une généralisation totale sur une génération qui est entre 700 000 et 800 000 jeunes. Sur les articulations, séjour de cohésion, la règle qui a été posée, c'est sortir de chez soi pour rencontrer d'autres. Et donc, on ne le vit pas dans son département, on le vit en dehors de son département. C'est également... alors, malheureusement, cette année, nous avons dû, pour des raisons sanitaires, rester sur de l'intra-régional, pour sécuriser et aussi pour garantir un maximum les chances de pouvoir le tenir. L'idée était évidemment d'aller au-delà. La première expérimentation, on a fait des brassages plus importants. Là, on reste quand même sur de l'intra-régional. L'articulation séjour de cohésion MIG, la mission d'intérêt général, vient après le séjour de cohésion dans l'année. Elle dure 15 jours ou 82 heures. Elle est principalement portée par... alors c'est assez intéressant, d'abord par le monde associatif. Et donc on voit principalement des grandes fédérations associatives d'éducation populaire ou de grande solidarité qui s'engagent, avec envie. Et puis également des collectivités de toute taille qui sont en train de développer des missions d'intérêt général pour permettre à chaque jeune, en tout cas sur cet âge-là, de vivre un acte de citoyenneté. Donc on a des premières expérimentations. Et des corps, c'est-à-dire par exemple les cadets de la gendarmerie, qui ont adapté leur format à la mission MIG, les préparations militaires, marines ou des armées plus généralement, les cadets de la police également qui se sont engagés dans le dispositif, ou encore, et c'est là où c'est l'étape 3, et donc l'étape 1, c'est ce séjour de cohésion où on va donner de l'information et lutter contre le fait de ne pas savoir qu'il y a des choses qui existent. L'étape 2, c'est l'engagement, donc c'est le jeune qui s'engage, et l'étape 3 qui est volontaire et qui a vocation à être entre les 16 et 25 ans du jeune, c'est les missions d'engagement long. Et c'est là où le service civique est la 3e étape du SNU. Donc en fait, à aucun moment ça vient en substitution, au contraire. C'est plutôt pour permettre, en parlant du service civique, en le présentant aux jeunes qui sont en SNU, leur permettre de vivre un service civique, donc entre 6 et 12 mois en fonction de la mission. Et également les mobilités, je pense au corps européen de volontariat, ou très largement l'engagement bénévole ou l'engagement dans les réserves, qu'elles soient armées ou forces sécurité intérieure, mais également les chantiers de volontariat patrimoniaux. Et donc l'idée, si je devais prendre un peu de recul, c'est pendant ce séjour de cohésion, de faire ensemble, d'apprendre peut-être à plus se connaître, de découvrir, de déceler s'il y a des difficultés pour le jeune et lui apporter une réponse plus personnelle, mais également lui donner toutes les cartes qu'il puisse utiliser au moment où il en aura besoin. Et donc le service civique arrive à la fin, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'agence du service civique, on travaille sur les parcours d'engagement. Et on dit par exemple à chaque jeune qui fait un service civique, aujourd'hui les formats européens du service civique pour ouvrir l'accès aux mobilités européennes au-delà des jeunes qui sont en études, ou encore le fait de pouvoir continuer sur un engagement de volontariat. Et ça sera une réussite s'il y a un temps de mixité sociale vécu, si la mobilité territoriale apporte ce goût de l'ailleurs, et si le jeune repart avec toutes les cartes et des apprentissages qu'il pourra réutiliser au moment où lui en aura besoin. Madame la sénatrice, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, mais j'ai essayé de garder le fil normalement de mes notes. Et si vous me le permettez, Madame la Ministre, concrètement, comment ça se passe tout ça? Donc les étapes successives que vous avez définies, quand on est une association, soit du monde de l'éducation populaire ou pas, est-ce qu'il faut passer par les sacro-saints appels à projets? Est-ce qu'il faut redéfinir tous ces dossiers qui sont très consommateurs en temps et en bénévolat,
Voilà, concrètement, comment est-ce qu'on peut accéder quand on est une association ou quand on est une commune aussi, hein. De manière hyper concrète, vous avez raison, de manière très très concrète, sur le séjour de cohésion. Donc la première étape, les associations sont aujourd'hui en lien avec les services territoriaux. Et donc, il y a plusieurs expérimentations. Soit les structures associatives, et donc les animateurs sont dans le centre en tant qu'acteurs encadrants. Ça, c'est le premier pas, parce qu'il y a beaucoup de jeunes en BAFA ou une structure associative qui accueille carrément le centre et qui le fait quasiment de A à Z. Mais là, c'est des expérimentations en fonction des territoires. Et ensuite, il y a le temps d'émission d'intérêt général. Très concrètement, c'est avec les services déconcentrés. Il n'y a pas d'appel à projet, c'est pas l'idée. Et c'est même les services à l'intérieur des services déconcentrés qui contactent les collectivités pour développer les missions d'intérêt général au moment où on se parle, en sensibilisant les maires. Alors, parce que vous m'avez demandé du concret, je vais vous donner un calendrier. On a commencé d'abord par les mairies qui accueillent des centres SNU. La deuxième phase, d'ici la fin de l'été, ça va être toutes les mairies qui ont eu des jeunes qui sont partis en mission, qui sont partis en séjour de cohésion, parce que ça veut dire que c'est des jeunes de chez eux qui pourraient accueillir. Et là, nous avons, je vous le fais de mémoire, mais nous avons 5000 communes environ qui ont un jeune qui est inscrit et qui va vivre une mission d'intérêt général. Et ensuite, c'est plutôt des travaux avec les associations d'élus pour que la possibilité, l'opportunité soit présentée à l'ensemble des collectivités qui le souhaiteraient. Vous avez évoqué plusieurs fois les associations d'éducation populaire que nous avons reçues, qui jouent depuis très longtemps un rôle important auprès de la jeunesse. Elles sont toujours très présentes sur le territoire, mais lorsque nous les avons rencontrées, elles se sont plaintes quand même comment dire, elles ont du mal à continuer à exister et elles se sont notamment plaintes, et ce ne sont pas les seules, nous l'avons encore entendu ce matin, des modes de financement par appel à projet qui vraiment plombent. Alors on peut comprendre pourquoi ces appels à projets ont été mis en place. En même temps, je pense qu'il faut les entendre et il est peut-être temps de commencer à évoluer sur cette question. Les associations d'éducation populaire avaient retrouvé toute leur présence, si je puis dire, et avaient fait montre de toute leur efficacité dans le dispositif de modification des rythmes scolaires. Votre gouvernement a mis fin à ces rythmes scolaires quasiment en permettant de revenir à la semaine de 4 jours. Alors, moi je suis d'accord sur le fait que la mise en place de cette réforme n'a pas été la bonne. Elle a été précipitée, elle a demandé aux communes d'investir beaucoup alors que c'était une période où les communes, nous étions en pleine crise et les communes avaient peu de moyens et des baisses importantes de dotation. Cela dit, plutôt que d'y mettre fin, il aurait peut-être mieux valu renforcer les dispositifs d'éducation populaire, donner des moyens aux communes, parce que je suis certaine que si on avait donné quelques moyens aux communes supplémentaires, beaucoup n'y auraient pas renoncé telles qu'elles l'ont fait. D'abord, la semaine de 4 jours et demi, tous ceux qui s'occupent d'enfance et de petite enfance reconnaissent que les apprentissages sont quand même plus faciles sur 4 jours et demi que sur 4 jours, ce qui paraît assez évident, mais surtout, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, elle permettait aux enfants, grâce à l'investissement des associations d'éducation populaire ou tout simplement d'ailleurs des engagements d'éducation communale sur les petites communes, de faire connaissance avec tout un tas de choses auxquelles ces enfants n'avaient pas accès. Donc moi personnellement, je regrette beaucoup la fin de ce dispositif et j'aimerais avoir votre avis sur la question. Madame la sénatrice, sur le sujet vraiment rythme scolaire, effectivement, ça dépend vraiment du ministère de l'Éducation nationale. Mais par contre, là où je peux vraiment apporter un complément, c'est sur la relation aujourd'hui qu'on peut améliorer avec les structures d'éducation populaire. Et pour le coup, effectivement, sur la question du rythme, il y a eu la possibilité des collectivités d'y revenir, mais avec le calendrier qu'on a connu et les réalités et les différences territoriales des uns et des autres. Au-delà de ça,
l'idée, et ce qui est factuellement en train d'être mis en place, c'est la démultiplication des contrats pluriannuels pour permettre aux structures d'éducation populaire, pour le coup, qui vont dépendre ou de l'éducation nationale ou de la jeunesse, de ne plus avoir à répondre une année après l'autre. Et donc, on est en train par exemple, de coordonner les calendriers avec la direction de l'éducation nationale et de permettre finalement à ces acteurs, parce qu'ils répondent à un besoin de l'enfant et parce que le ministère est en train de changer, eh bien de ne pas avoir à le faire chaque année ou à plusieurs reprises avec plusieurs interlocuteurs, alors que leur action éducative ou socio-éducative répond à un besoin réel. Et là où il y a une opportunité de renouveau, enfin, si je peux m'exprimer comme ça, c'est qu'on est parti d'une période où il y avait beaucoup d'enseignants qui accompagnaient des colos. Enfin, pendant les vacances, il y avait beaucoup d'enseignants engagés dans l'éducation populaire. Et puis, on a une période un peu de creux où l'éducation nationale et l'éducation populaire ont pris un peu de distance les uns vis-à-vis des autres. Et là, la volonté, pour le coup, du ministre, c'est aussi de rapprocher et de faire que ça se coordonne plus avec la volonté politique presque, de faire que ça fonctionne mieux et que ça fonctionne plus. D'où le déploiement, par exemple, du SNU avec les acteurs de l'éducation populaire, le plan mercredi, pour permettre ces activités de loisirs, de culture, qui émancipent, enfin, qui ouvrent le champ des possibles dont je parlais tout à l'heure. Et au-delà de ça, ça a été, et pour le coup, c'est quelque chose que j'ai mené personnellement, donc ça m'a... Enfin, on s'y est beaucoup investi pendant la crise. Vous avez vu, il y a beaucoup de centres de colos qui n'ont pas pu ouvrir et qui étaient vraiment totalement fermés. Donc nous avons lancé un plan d'urgence de financement de ces structures parce qu'elles avaient l'habitude de créer des départs en vacances pour souvent les jeunes qui en ont le plus besoin d'ailleurs, en fonction de leur âge. Et grâce au déploiement de ce fonds d'urgence porté par le FONJEP, par la structure en tant que telle, on a réussi à accompagner, j'essaie de vous le faire de mémoire, mais je crois que c'était 30 millions d'euros. C'était 15. Mais 30, c'était ma volonté. Non, c'était 15 millions d'euros que nous avons réussi à déployer pour accompagner les structures avec ou sans hébergement. Et surtout, je crois que le premier enjeu, c'est que leur énergie ne soit plus en tout cas de moins en moins, dans les appels à projets, mais sur des plans pluriannuels. Et c'est vraiment l'esprit et des vacances apprenantes et du plan mercredi, et plus largement de la philosophie du ministère avec le temps de l'enfant. Et donc plus de coordination et plus de co-construction entre l'éducation et l'éducation populaire. Toutes les associations, les structures que nous avons rencontrées se sont dites favorables à un revenu de subsistance pour les jeunes de moins de 25 ans. Nous avions proposé une loi sur le RSA jeune. Pourquoi le RSA jeune? Parce que le RSA existant, étant une mesure existante, il aurait été facile de le mettre en place. Malgré tout, pour l'instant, cet appel n'est pas entendu. Comment l'expliquez-vous? Et j'ai quand même entendu dernièrement le président de la République annoncer une allocation de 500 € pour les jeunes de moins de 25 ans, mais je ne sais pas quel type de jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à l'heure, Madame la sénatrice, nous partageons un sujet commun, c'est-à-dire la situation de précarité des jeunes qui s'est accrue durant cette crise. Qu'il faille aider financièrement les jeunes qui s'en sortent pas, c'est une évidence. Et je crois que je ne prends aucun risque en disant qu'elle est partagée, quels que soient les bancs et quelles que soient les sensibilités. La position qui est celle aujourd'hui du gouvernement, est évidemment mettre tous les moyens nécessaires pour accompagner financièrement les jeunes qui en ont besoin, mais avec un accompagnement social fort et renforcé. C'est pour ça qu'il y a eu le renforcement de la garantie jeune. De la garantie jeune en nombre, déjà, pour permettre à plus de jeunes d'en bénéficier. Et quasiment, c'était 100 000 garanties jeunes supplémentaires. Et sans se dire, si on devait en avoir plus, de ne pas le faire, de manière assez claire. Ce qui compte, c'est le parcours d'insertion qui permet aux jeunes, finalement, de lever toutes les difficultés qui sont les siennes. Il n'y a aucun tabou sur la question de l'accompagnement financier des plus jeunes et des 18-25, mais en réalité, la garantie jeune, c'est même des 16 ans. Par contre, il fallait l'élargir.
et permettre à des jeunes qui aujourd'hui en sont exclus de pouvoir en bénéficier. Les premières avancées étaient sur la situation par exemple des parents, le fait qu'on doive prouver son émancipation ou pas, le fait aussi de permettre un accompagnement plus individuel en permettant une durée plus longue de la garantie jeune, parce qu'il y avait cette idée des 12 mois, là on peut aller jusqu'à 18 mois. Le RSA nous apparaissait ne pas jouer son rôle d'insertion et d'accompagnement suffisant. Et c'est pour ça que les travaux aujourd'hui du gouvernement sont sur l'élargissement encore plus fort de la garantie jeune, qui est un magnifique dispositif qui réussit à lever en fait toutes les difficultés dont on parlait tout à l'heure, au tout début de cette audition, les questions de logement, d'accès à la santé, de non-recours aux droits. Et c'est pour ça que ce soit aujourd'hui un jeune de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans, s'il a besoin de cette aide financière, il a aussi d'autres besoins, et donc renforcer l'accompagnement humain était une priorité. Et donc c'est la ligne, le chemin que nous prenons. Donc c'est pas un tabou, la question du RSA, ou la question d'apporter une réponse à minima de 500 € à chaque jeune. Cette réponse, à l'instant où on se parle, c'est la garantie jeune élargie et qui a vocation encore à s'élargir. Dès le mois de novembre, j'avais saisi le COJ, parce que je pense qu'une aide comme ça doit se construire avec les acteurs de la jeunesse. C'était le chemin évident, et c'est suite au rapport du COJ et de M. Dulin que nous avons, avec Elisabeth Borne, commencé à travailler à son élargissement sans aucun frein financier à l'instant où on se parle. Très bien. Un mot sur l'aspect fossé numérique, je pense que vous l'avez évoqué, Madame la Ministre. Donc ici, dans cette mission, on a eu des auditions sur ce sujet. Là encore, comment est-ce qu'on explique que les jeunesses ont toutes un point commun, c'est qu'elles ont un équipement mobile, un équipement, mais qu'elles n'utilisent pas de la même manière. Elles n'ont pas toutes les mêmes codes. Donc là-dessus, qu'est-ce que votre ministère compte développer ? Là, effectivement, il y a un vrai tabou. Enfin, il y a presque un malaise. L'électronisme de la jeunesse, c'est pas un fantasme, c'est une vraie réalité. Et il est... Mais exactement. Et en fait, on a l'habitude de penser aux personnes âgées, on a l'habitude d'adresser des réponses d'accompagnement humain ou d'accompagnement spécifique aux plus âgés, en se disant c'est normal. Mais en réalité, les plus jeunes sont face à cette fracture numérique qui s'accroît. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'accompagner à chaque fois qu'il y a un dispositif numérique, typiquement, je pense au Un jeune, une solution ou la boussole, la pensée humaine et la pensée de l'accompagnement par une personne, pour un chemin vers plus d'autonomie au numérique. Il y a évidemment le renforcement des projets pédagogiques avec un plan numérique porté par le ministre, et donc c'est tout l'enseignement, mais c'est aussi aujourd'hui des programmes que nous sommes en train de travailler, enfin ça va vous faire sourire Madame la rapporteure, mais avec le monde de l'éducation populaire, parce que sur ces temps scolaires et périscolaires, on peut acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux outils. Et c'est une chance. Et donc, on profite également de leur expertise pour donner les moyens de s'en sortir, en tout cas quasiment les premiers outils, un premier secours pour trouver son chemin, parce que c'est doublement nécessaire quand on est avec Frédéric Vidal en train de développer 429 campus connectés. Pour lutter contre cette inégalité d'offres, d'accès à la formation, il faut cependant d'accompagnement à l'accès à ces outils numériques. Et cette année de crise a montré à quel point le manque d'outils, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas vrai, tous les jeunes n'ont pas un ordinateur, tous les jeunes n'ont pas accès à une connexion Internet de qualité. Par contre, tous les jeunes ont un smartphone, sauf qu'on n'étudie pas sur un smartphone. On n'a pas accès, ou c'est extrêmement difficile de répondre à des formulaires d'aide sur un smartphone. Et donc, ça crée une sorte de barrière. Et donc, ce smartphone, il y a l'éducation à l'information pour l'utiliser, donc pour protéger aussi les jeunes, parce que c'est pas pour rentrer sur d'autres sujets, mais aujourd'hui la question des fake news, du harcèlement, c'est une éducation, et c'est une éducation qui est nécessaire et plus vite, puisque les smartphones se retrouvent très vite entre les mains des enfants. Enfin, je dis des enfants parce que il y a à peine quelques années, je veux dire, on mettait assez naturellement un code à la télé. Enfin, moi j'ai connu en tout cas un code à la télé, enfin sur la télé, et oui, un code parental, ou sur l'ordinateur. Et alors qu'un smartphone, en fait, permet plus de choses encore qu'un ordinateur ou une télé. Et en fait, on ne l'a pas. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours. Et aujourd'hui, on renforce, et c'est ce qu'on fait principalement, l'éducation aux médias, avec énormément d'acteurs de l'éducation populaire qui se sont saisis de
le mot est fort, mais je crois que c'est un fléau, parce que ça amène malheureusement, en tout cas au pire. Donc très concrètement, politique publique systématiquement accompagnée d'un pilotage et d'une politique humaine. Et là, je pense par exemple aux maisons France Service, où nous sommes en train de travailler pour coordonner le réseau d'information jeunesse avec la présence de jeunes, par exemple en service civique, ou de jeunes en contrat, du coup, premier contrat, pour permettre ce lien de pair à pair qui est facilité. Et donc, penser tous ces espaces où nous imaginons faciliter l'accès aux plus âgés, le permettre aussi aux plus jeunes, avec la présence de personnes pour l'accompagner, sur le modèle un petit peu des missions numériques. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, Madame la sénatrice. Très bien. Si nos collègues présents ont des questions ou pas, sinon je peux conclure les travaux. Il y a notamment nos collègues Bargeton et Stanzione qui sont présents en visio. Sinon, si ce n'est pas le cas et qu'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, je vous remercie, Madame la Ministre.